Donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition de Sébastien de venir aujourd'hui vous présenter quelques travaux dans la continuité de son cours, quelques travaux qui sont effectués donc, à Pau, à l'université de Pau et les Pays de l'Adour. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Pau, c'est pas très loin de la frontière espagnole. Et donc on est à proximité des Pyrénées. Donc ici c'est une vue de Pau, ce qu'on peut avoir sur les Pyrénées. Bon alors, Sébastien en a parlé, je ne vais pas reprendre les grands exemples qu'il a présentés, qui sont des exemples plutôt technologiques, on va dire. Et surtout aussi, il a présenté les définitions, et simplement pour porter à votre attention, il y a une norme ISO, alors qui a été développée il y a quelques années. Hop. Oui, ici, qui définit en fait un petit peu, qui reprend les différents termes que Sébastien a mentionnés. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes pour bien faire la séparation entre bio-inspiration, biomimétique et biomimétisme. Donc je vous encourage à aller voir ces normes ISO. Bon, même si c'est très ingénierie, on va dire, puisque c'est une norme ISO, mais malgré tout, ça peut être intéressant d'avoir en tête les différences qu'il y a. Alors, quand on parle de matériaux bio-inspirés, de quoi parle-t-on? En fait, on parle de tout ça. Alors, Sébastien a focalisé sur le vivant, les cellules, mais on peut aussi regarder ça de manière beaucoup plus macroscopique, ce qui est un petit peu ce qu'on fait à l'Université de Pau. Et donc, quand on regarde les matériaux du vivant, c'est très divers. Ça peut être des matériaux venant de la faune, ça peut être des matériaux venant de la flore. Et puis surtout, ce qui est important, lorsqu'on est chimiste, on fait de la physico-chimie, on va un petit peu vers la physique, ce qui nous intéresse, c'est la forme, les fonctions et puis surtout les procédés de manufacture, c'est-à-dire comment le vivant se débrouille pour organiser toute cette matière, et on va s'intéresser à ça un petit peu au cours de la présentation. Alors, déjà, pour positionner ça, quand on regarde les matériaux du vivant, il y a 7 grands principes qui permettent de dicter un petit peu comment le vivant fonctionne. La première chose, et Sébastien en a déjà parlé, c'est l'auto-assemblage. Donc le vivant ne fait quasiment que de l'auto-assemblage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va fabriquer une brique et cette brique, il va ensuite l'auto-assembler par des processus physiques, la plupart du temps, voire chimiques. Et tout ça avec des contraintes qui sont les contraintes, on va dire, du vivant. C'est de la chimie douce, c'est-à-dire généralement température ambiante, avec un solvant qui va être de l'eau, basse pression, excepté quelques micro-organismes qui vivent dans les fonds marins, mais la plupart du temps, c'est quand même une chimie qui est très douce. Et ensuite, à partir de ça, il va développer des matériaux qui vont avoir... Il ne fonctionne pas tout le temps, je suis désolé. Il va avoir une approche où il va structurer la matière. Et donc ça, Sébastien en a aussi parlé. Donc cette structuration, on la retrouve à l'échelle d'une cellule, mais on va la retrouver jusqu'à des systèmes, qui sont des assemblages de différentes fonctionnalités. Et aussi, ce qui est important, un des principes, c'est d'avoir des matériaux, bien évidemment, qui sont biocompatibles et recyclables. Et donc ça, Sébastien a aussi mentionné, dans les cellules, il y a des molécules qui sont dégradées, qui sont réutilisées, et à l'échelle macroscopique, à l'échelle des matériaux, c'est exactement la même chose. Ensuite, il va y avoir des processus d'adaptation. Un matériau mis dans un environnement va s'adapter plus ou moins vite en fonction de son environnement, mais ça peut être aussi une évolution au cours des années. Et puis, quelque chose qui est important, c'est l'auto-réparation. Les matériaux du vivant, la plupart du temps, sont des matériaux qui se réparent tout seuls. Et tout ça, non pas pour diriger une seule fonction, mais pour diriger plusieurs fonctions. Et donc là, avec ces 7 piliers, si vous êtes capable d'associer ces 7 piliers de design fonctionnel ou de principes de design, ben vous serez capable de développer des matériaux qui sont biomimétiques. Alors bien évidemment, Sébastien l'a déjà mentionné, c'est très complexe d'arriver à associer ces différents piliers. On peut en associer 2, 3. Donc c'est tout l'enjeu en fait, de la recherche qu'il y a autour des matériaux bio-inspirés ou des matériaux biomimétiques à l'heure actuelle. Alors, dans le groupe à l'Université de Pau qui travaille sur ces matériaux, en fait, on s'est intéressé, je me suis aperçu de ça en préparant la présentation, on s'est beaucoup focalisé, on va dire, autour d'un objet, ça va être la feuille. La feuille d'un arbre, la feuille d'un végétal, qui va être capable de faire en fait de répondre à plusieurs fonctionnalités qui sont très importantes en ce qui nous concerne pour des développements et des innovations. La première chose, c'est une couleur. On va parler de couleur un petit peu. Ensuite, on va parler des propriétés de surface de la feuille, avec des problématiques de mouillabilité, de superhydrophobie, peut-être que vous en avez entendu parler avec la feuille de lotus, mais pas que. Il y a des choses qui sont qui sont aussi très importantes avec à la surface des feuilles, et puis d'autres fonctionnalités dont je vais aborder quelques fonctionnalités, mais bien d'autres que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, dans la nature, je ne sais pas si vous savez, mais il y a
combien de façons de faire de la couleur? Est-ce que vous savez à peu près combien de façons de faire de la couleur dans le vivant? 2, principalement. La première, la plus courante, c'est de faire ce qu'on appelle une couleur chimique, qui est basée sur la présence d'un colorant. Et ça, c'est typiquement ce que l'on retrouve au niveau des feuilles. Le vert des feuilles est associé à un colorant. Chez les animaux, certains oiseaux, certains pelages d'animaux sont dus à des colorants. Les fleurs, la couleur jaune des fleurs ici, c'est un colorant qui a derrière ça. Et donc ça, cette façon de faire de la couleur, on a aussi utilisé pour toute l'industrie textile, l'industrie humaine, on va dire. Et la couleur qui nous entoure ici dans cette salle est une couleur qui est une couleur chimique. Elle est liée à la présence d'une molécule qui va avoir un comportement particulier vis-à-vis de la lumière blanche. Et ensuite, dans le vivant, il y a une deuxième façon de faire la couleur, qui est ce qu'on appelle une couleur physique, qui va être non pas due à la présence d'un colorant, mais qui va être due à la présence de structures, d'organisation du matériau. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver, alors ce n'est pas naturel, mais une bulle de savon, mais qu'on peut retrouver dans les coquilles, de coquillages, qu'on peut retrouver à la surface des ailes de papillons, ou qu'on peut retrouver à la surface des carapaces de coléoptères. Et donc là, dans ces exemples-là biologiques, il n'y a pas de colorant. C'est l'organisation de la matière qui va faire qu'à un moment donné, il va y avoir un processus physique d'interaction avec la lumière blanche qui va générer une couleur. Et ça, vous le voyez aussi quelquefois quand il n'y a plu. Ensuite, vous voyez apparaître un arc-en-ciel. Il n'y a pas des colorants dans l'air, il n'y a pas des colorants dans les gouttes d'eau de la pluie. C'est en fait une interaction entre la lumière du soleil après la pluie, avec toutes ces gouttelettes d'eau qui sont dans l'air, qui va faire que la lumière blanche va être redécomposée et vous allez régénérer l'arc-en-ciel. Donc, toutes les composantes de la lumière blanche. Alors, un exemple de couleur chimique, c'est la chlorophylle. Donc la chlorophylle, c'est cette molécule-là. On y reviendra plus tard sur l'intérêt de la chlorophylle. Et vous voyez que si on regarde cette molécule, elle va absorber principalement dans le violet, elle va absorber dans l'orange, et donc la composante qu'elle n'absorbe pas, cette molécule, c'est la composante verte. Et donc c'est pour ça que la chlorophylle, les feuilles des végétaux sont verts, parce qu'ils sont constitués de chlorophylle, entre autres, qui va absorber 2 longueurs d'onde spécifiques de la lumière blanche, sauf le vert, principalement. Donc ça, c'est la couleur chimique. Maintenant, quand on parle de couleur physique, je vous ai dit, il faut organiser la matière. Alors, organiser la matière, il y a plusieurs façons. Donc, on parle de hiérarchie. L'idée de base, c'est de dire, on va fabriquer une brique, et cette brique, on va l'assembler à différentes échelles. Donc, la première brique, ici, par exemple, c'est dans un coléoptère, ce sont des particules, nanoparticules, qui vont être assemblées. Ici, dans le cas d'une aile de papillon, ce sont des stries dans lesquelles, on ne le voit pas bien sur l'image, je suis désolé, il y a des trous, il y a des pores. Et donc ensuite, ça va donner une écaille. Cette écaille, elle va pouvoir s'assembler, elle va pouvoir s'organiser à l'échelle plus importante. On va augmenter en taille, aller jusqu'à des objets macroscopiques pour finalement arriver à l'aile du papillon ou à la carapace du coléoptère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin d'organiser la matière à différentes échelles et pour organiser de manière régulière, ordonnée. Et donc pour organiser ça, il faut que l'objet initial, la brique élémentaire, soit relativement monodisperse. Ça veut dire quoi, monodisperse? Ça veut dire qu'elle est une seule taille. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir organiser relativement facilement. Si vous avez un objet dont la taille est à peu près uniforme, vous allez pouvoir les organiser. Et par exemple, l'image que je prends souvent, c'est des boules de pétanque. Quand vous avez des boules de pétanque que vous devez mettre dans une boîte, les boules de pétanque, elles se rangent facilement parce que vous avez un ordre qui se crée. Si vous aviez des boules avec des tailles différentes, vous ne pourrez pas créer d'ordre dans cette boîte. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, nous, ce qu'on a fait au labo, il y a quelques années de ça, c'est qu'on s'est intéressé à designer un dispositif où on a une particule noire ici, qui est une particule de silice. Une particule de silice, c'est du sable, grosso modo, sur lequel on est venu attacher une couche de polymère avec des propriétés adhésives, donc des macromolécules ayant des propriétés adhésives. On a synthétisé des briques élémentaires avec des tailles différentes. Je reviendrai pourquoi sur l'intérêt de fabriquer ces briques avec des tailles différentes. Et ensuite, la fonctionnalité du polymère qu'on a mis autour, c'est un polymère qui a des propriétés adhésives. Et donc, ça veut dire que lorsque 2 particules se touchent, elles vont adhérer et il va être très difficile de les séparer. Tout ça pour avoir un liant, on va dire, autour des particules de silice. Et donc, à partir de ça, maintenant, on a la brique, on a l'objet, il faut l'assembler. Alors ici, on avait utilisé un processus d'assemblage qui est un peu particulier, qui est un deep coating. Donc, c'est-à-dire qu'on plonge le substrat dans une solution dans laquelle il y a ces briques, et ensuite, on va retirer le substrat, et on va avoir un capillaire qui va se former. Ce capillaire va absorber des particules, et comme un peu un jeu de Tetris,
elles vont venir s'organiser, et à la fin, on va obtenir un assemblage qu'on a ici, qu'on appelle hexagonal compact, qui est la forme la plus compacte pour assembler, organiser des sphères. Donc ici, si vous regardez une sphère, elle est entourée de 6 sphères qui forment un hexagone, on appelle ça un hexagonal compact. Et donc là, on peut fabriquer une couche, on peut fabriquer 3 couches, 4 couches, ainsi de suite, on peut assembler les sphères sur différentes couches. Et là, maintenant, on a un matériau qui est organisé. Il est organisé avec des billes, des sphères. Et donc, maintenant, si on illumine ce matériau avec une lumière blanche, eh bien, on va décomposer cette lumière blanche et on va obtenir un matériau qui va être coloré. La raison principale de ça, c'est que pour la lumière, ce matériau, il est hétérogène. Il a des billes qui sont constituées de silice et de polymère, qui ont à peu près le même indice de réfraction, et dans lequel on a des interstices ici qui sont remplis d'air, et ces interstices remplis d'air n'ont pas le même indice de réfraction. Donc ça veut dire que pour la lumière, il y a un matériau qui est composite. Il est hétérogène en indice de réfraction. Et donc, lorsque la lumière va arriver, elle va être diffractée par un phénomène, un processus qu'on appelle le processus de Bragg. Et donc, on va décomposer la lumière blanche par ces différentes couleurs constitutives. Et pour vous montrer que c'est une couleur physique, la loi de Bragg, elle dit que la longueur d'onde qui est diffractée, donc la couleur que vous observez, elle est fonction de la façon dont vous regardez le matériau, l'angle suivant lequel vous regardez le matériau. Et donc ça veut dire que si ce matériau, c'est réellement une couleur physique, et qu'on le tourne, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir, si vous regardez la croix ici, qui est dans le vert, à l'interface entre le vert et le bleu, cette croix, elle passe dans le rouge, le vert et le bleu. Donc ça, c'est réellement une couleur physique qui est principalement due par l'organisation de sphères que l'on retrouve à la surface des coléoptères. Là, maintenant, chose qui est intéressante, c'est, je vous ai dit, on a mis de la matière polymérique, des polymères, qui est de la matière molle, ce qu'on appelle la matière molle, contrairement à la particule de silice, qui est de la matière condensée. Et cette matière molle, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer avec, et que si on fait croître la couche de polymère autour de la particule de silice, maintenant, on n'a plus d'interstices remplis par de l'air à l'intérieur de ce matériau. Ce matériau devient un matériau qui est homogène vis-à-vis de la lumière. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, l'indice de réfraction de la partie noire est égal à la partie, le halo un peu plus gris ici, qui est la couche de polymère. Il y a le même indice de réfraction. Ce qui veut dire que maintenant, on a un matériau qui ne diffracte plus la lumière. Il va être transparent, il va diffuser un petit peu la lumière. Donc ça, c'est un matériau homogène pour la lumière. Par contre, il y a du polymère qui est de la matière molle, et cette matière molle, Sébastien en a parlé tout à l'heure, elle peut gonfler, elle peut précipiter, et donc ça veut dire qu'on pourrait jouer avec un solvant de manière à venir infiltrer le solvant dans ce matériau et voir comment ce matériau répond avec un solvant. Et donc, typiquement, c'est exactement la même chose qui se passe au niveau de l'aile de papillon. Le papillon de tout à l'heure, qui était le morpho, qui est bleu, il est bleu parce que les trous, les stries qui remplissent les ailes sont remplis d'air, avec un indice de réfraction spécifique qui est 1. Maintenant, ce papillon morpho, s'il est mort, vous le mettez dans un solvant pour le conserver, vous allez avoir une coloration qui va changer. Suivant l'indice de réfraction, le papillon il va devenir vert, il va devenir noir, parce qu'en fait, vous remplacez l'air qui est à l'intérieur de l'aile du papillon par un solvant qui a un autre indice de réfraction. Et pour la lumière, c'est un matériau qui n'est plus le même, qui change. Et donc, ça, on peut regarder. Par exemple, ici, c'est le matériau que je vous ai présenté, qui a été simplement étalé avec une spatule. On le met dans un bécher. On remplit le bécher avec un solvant. Ça va arriver, voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit très, très bien à l'écran. Et on voit une coloration bleue qui apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose, que le solvant est en train de s'infiltrer dans le matériau grâce aux chaînes de polymères qui sont autour des particules de silice. Les chaînes de polymères vont gonfler et le matériau qui ne diffractait pas la lumière visible, qui était plutôt dans l'ultraviolet, maintenant les particules restent de la même taille, mais elles s'éloignent parce que le polymère gonfle à cause du solvant ou grâce au solvant, et ils viennent diffracter dans le bleu, qui est la longueur d'onde qui est juste après l'ultraviolet. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on peut voir ici, c'est qu'un matériau qui était incolore, diffusant, on le plonge dans le solvant, l'éthanol qui devient bleu, et chose intéressante, c'est que si on prend un solvant qui a le même indice de réfraction que l'éthanol, ici l'acétone, mais qui est un meilleur solvant, ce qu'on appelle un meilleur solvant, c'est un solvant qui va gonfler plus les chaînes de polymères, on s'aperçoit que la coloration passe au vert. Pourquoi? Parce que comme le solvant est un meilleur solvant, les particules vont s'éloigner les unes des autres, et donc en s'éloignant les unes des autres, la distance entre les objets qui diffractent la lumière augmente, et on va passer du bleu au vert, qui est une longueur d'onde plus importante que le bleu.
Donc là, on a un matériau qui va avoir un effet solvatochromique, c'est-à-dire qu'en présence d'un solvant, en présence de vapeur, il va changer de couleur. Donc un matériau qui est une couleur physique, typiquement. Alors je vous ai dit, c'est une particule de silice avec du polymère autour. On peut changer la chimie et aller vers ce qu'on appelle la chimie de polymérisation en émulsion, qui est une chimie de polymérisation qui se fait dans l'eau. Alors là, on va fabriquer des particules, toutes à base de polymères, qui vont être des particules relativement complexes, compartimentalisées, où on va avoir un cœur avec un indice de réfraction spécifique. Autour, on va mettre une couche de polymère avec un autre indice de réfraction spécifique. Vous avez compris, il faut jouer avec les indices de réfraction. Et puis encore autour, on va mettre des cheveux pour que lorsque ces particules s'assemblent, elles deviennent cohésives. Et ensuite, ces particules, donc c'est un latex, on appelle ça un latex, c'est une solution blanche parce qu'elle diffuse la lumière lorsqu'il y a du solvant qui est l'eau. Lorsqu'on sèche ces latex, on récupère une poudre blanche. Et cette poudre blanche, on peut la presser avec une presse et on va obtenir des matériaux qui sont colorés par auto-assemblage spontané de ces particules. Donc là, vous voyez, on a des particules qui sont auto-assemblées, qui vont avoir une distance caractéristique, et suivant l'épaisseur de la couche que vous avez mis autour du cœur, vous allez avoir une distance qui va augmenter, et donc une couleur qui va changer. Et donc là, chose importante aussi, c'est que ce matériau, si vous le regardez de manière, en faisant varier l'angle avec lequel vous le regardez, vous avez une couleur qui va changer, parce que la loi de Bragg vous dit, encore une fois, que la longueur d'onde est fonction de l'angle à laquelle vous regardez ce matériau. Alors là, je vous ai amené, si ça vous intéresse, je peux vous les faire passer, je vous ai amené ce type de cristaux colloïdaux que l'on fabrique. Le plus caractéristique, pour les faire passer. On va jouer avec Sébastien, et je vais lui demander quelle couleur il a ce matériau, ou avec Christophe qui est derrière. Vous le voyez comment? Oui, exactement. Ouais. Marron. Moi, je le vois bleu, mais bleu puissant, quoi. Alors, ce n'est pas qu'il ne dit pas la bonne couleur, ce n'est pas qu'il ne connaît pas ses couleurs, ce n'est pas que je ne connais pas mes couleurs, c'est qu'en fait, lui, on voit deux choses. La lumière blanche est là-bas, la lumière blanche arrive sur le matériau, pour moi, elle est diffractée, et donc je vois la longueur d'onde qui est diffractée, qui est du bleu, et lui, il voit toutes les longueurs d'onde qui ne sont pas diffractées, qui sont transmises par le matériau. Et donc ça, ce matériau aussi, il change de couleur. Je peux vous les faire passer si vous êtes intéressé. Je vous demanderai de me les redonner, s'il vous plaît. Donc ça, c'est comment faire des revêtements, comment faire des coatings avec des couleurs qui sont simplement dues avec une particule qui est une particule simplement de matière plastique, on va dire. Avec l'inconvénient, bien évidemment, qu'avec l'apparition des problématiques des nanoplastiques, des microplastiques, ça pose d'autres problèmes en termes de recyclabilité, en termes de gestion de ces matériaux-là. Donc ça, c'était de la couleur physique. Ensuite, je vous ai dit, et ça vient en opposition avec la couleur chimique qui est présente dans les feuilles, et je vous ai dit que les feuilles, pour nous, c'était un peu un leitmotiv, un peu un objet d'étude récurrent. Et donc, dernièrement, on a travaillé en collaboration avec L'Oréal pour essayer aussi de s'intéresser à l'extrême surface des feuilles. Donc les feuilles, les végétaux, pour se protéger de leur environnement, c'est quand même des objets, des systèmes qui sont exposés aux radiations solaires toute la journée. Et donc pour se protéger des radiations solaires, elles ont développé une forme de protection qui est, elles vont venir sécréter à la surface des feuilles des cires, qu'on appelle des cires, alors il faut que je prenne le temps, qu'on appelle des cires, je ne sais plus où j'ai mis le pointeur, bon, tant pis, des cires qu'on appelle des cires épicuticulaires. Ce sont des cires qui sont sécrétées spontanément par la feuille via des canaux qui remontent à la surface, et ces cires moléculaires vont avoir la capacité de s'auto-assembler, et suivant l'environnement de la feuille, avec la même nature chimique, il va y avoir des organisations de ces cires de différentes natures. Et ça va générer des fonctionnalités à la feuille, autre que ce qu'on connaît avec la photosynthèse, avec la mouillabilité. Ça va aussi amener des processus de réflexion des rayonnements lumineux, de manière à protéger la feuille des radiations, et spécifiquement des radiations UV visibles, et principalement de l'UV. Et donc l'objectif était de dire, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de cette fonctionnalisation de surface, structuration de surface, par un processus d'auto-assemblage pour venir répéter, mimer cette auto-organisation sur des substrats modèles, mais également sur des substrats de type
de type peau, et ensuite de regarder quelles sont les propriétés de ces cires qui ont été structurées, auto-assemblées à la surface de la peau. Donc, on a utilisé une cire qui est connue dans le domaine des cosmétiques, qui s'appelle le Candélila, qui est déjà connue pour différentes applications. Et donc là, on a eu un processus de réflexion qui était de dire, déjà, il faut solubiliser la cire, ce qui n'est pas chose simple, avec des solvants qui sont cosmétiquement acceptables. Première chose, donc déjà, jouer avec un nombre de solvants qui n'est pas des solvants très exotiques. Ensuite, venir déposer ça sur des substrats, modèles, puis sur des substrats stratum corneum, la peau. Regardez comment l'évaporation du solvant, qui est un processus d'auto-assemblage, qui peut diriger l'auto-assemblage, va permettre d'auto-assembler ces films, et ensuite de regarder la morphologie de ces films, et ensuite les propriétés macroscopiques des films. Bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, vous avez commencé à le comprendre, c'est d'aller de l'objet initial, la bille, qui va s'auto-assembler pour avoir une propriété macroscopique, une cire, une molécule qui va pouvoir s'auto-cristalliser pour ensuite générer une surface avec des propriétés macroscopiques. Donc, on a regardé un petit peu les différents paramètres physico-chimiques, comme la température de déposition, l'évaporation des solvants qui vont s'évaporer différemment, des couples de solvants pour avoir des évaporations contrôlées. Et ensuite, on a regardé ça sur l'impact de ces vélocités d'évaporation sur l'organisation et les différentes morphologies des cires qu'on peut avoir, de la cire qu'on peut avoir en fonction de ces différents paramètres physico-chimiques. Donc, on a utilisé une approche de caractérisation multi-échelle, hiérarchique, on peut dire, avec une approche très macroscopique, par microscopie optique, ensuite par microscopie confocale, qui nous permet d'avoir la rugosité du matériau sur des échelles macroscopiques, puis de microscopie électronique, et enfin, à la toute petite échelle, par microscopie à force atomique, de manière à avoir la caractérisation structurale du matériau de l'échelle macro à l'échelle nanoscopique. Et donc tout ça, ça nous a permis d'avoir une approche biomimétique qui permet de transposer ce que les feuilles sont capables de faire à la surface de matériaux modèles, mais également du stratum corneum. Et donc ça, on peut reproduire exactement les mêmes processus de cristallisation des cires sur la peau à partir de ces approches-là, en jouant sur des coupes de solvants. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est d'aller un petit peu plus loin que simplement mimer et de voir si les propriétés résultantes étaient comparables à celles des feuilles. Et donc, on a des propriétés comparables en termes de mouillabilité. Donc, on va avoir des caractères hydrophobes de la feuille, parce que ces cires sont très hydrophobes, et on vient rajouter une structuration sur un matériau hydrophobe. C'est l'effet lotus, un petit peu. Donc, on a une hydrophobisation du substrat. Et également, on a des propriétés de photoprotection. Donc, c'est-à-dire qu'on va réfléchir beaucoup plus les UV en créant cette structuration de cire à la surface de la peau. Donc là, ça ouvre potentiellement la porte pour créer des écrans solaires qui seraient inspirés du revêtement, du moins de ce que les végétaux sont capables de faire pour se protéger des radiations solaires. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans cette compréhension des feuilles, ou est-ce qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin et de tirer une inspiration des arbres? Alors, des arbres ou des végétaux, parce que je reviendrai, c'est quand même quelque chose qui est très très important pour le vivant. Ça, d'après vous, c'est quoi pour vous? C'est une feuille, on est d'accord là-dessus. Mais si on va un petit peu plus loin, que de dire de l'observation, de dire que c'est une feuille, c'est quoi? À quoi ça sert une feuille? Mais une feuille, c'est une usine de fabrication de carburant solaire. Vous connaissez la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la captation des radiations du soleil pour produire de l'oxygène, qui nous permet de respirer, mais surtout du sucre, qui est la forme de stockage que le vivant a choisi. Le vivant, il n'a pas choisi de stocker l'énergie sous forme électrique, de faire des batteries. Le vivant, il a choisi de stocker l'énergie sous forme moléculaire, grâce à l'énergie du soleil, et puis en recombinant des molécules. Donc ça, la source d'inspiration, c'est de dire, c'est une usine de fabrication de carburant solaire. Et donc, la photosynthèse, si on regarde un petit peu d'un point de vue chimique la photosynthèse, c'est prendre une molécule d'eau, couper cette molécule d'eau pour fabriquer de l'oxygène, qui nous permet de respirer, et puis, la molécule d'eau étant constituée de 2 atomes d'hydrogène, c'est quand même de libérer des protons, et ces protons, de les combiner grâce à l'énergie du soleil avec du CO2 pour fabriquer des molécules, du sucre, et ces sucres, le glucose,
qui peut être assimilé par tout le vivant, par toutes les autres espèces après les végétaux, les animaux, l'humain, qu'on fait partie des animaux, les mammifères. Et ensuite, cette énergie-là, donc on peut casser la molécule de sucre, récupérer l'énergie et faire fonctionner notre corps. Ça, c'est le premier point. Stockage de l'énergie, mais aussi le sucre, c'est connu pour pouvoir polymériser, pour fabriquer des polysaccharides, la cellulose, entre autres. Et la cellulose, pour le végétal, c'est quoi? C'est le matériau de base de construction du végétal. Donc en fait, le vivant, la feuille, la photosynthèse, c'est important parce que ça permet de faire respirer les espèces animales avec l'oxygène, mais ça permet aussi de stocker l'énergie du soleil sous une forme moléculaire. Donc ça, c'est vraiment très important. Et derrière tout ça, il y a quoi? Il y a la molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, la chlorophylle, qui est cette molécule-là. Cette chlorophylle, elle est particulière parce qu'en fait, elle est entourée de protéines, et on appelle ça des, des enzymes. Et donc, l'idée qu'on a, enfin l'idée, pas l'idée, mais on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée, est-ce qu'on peut mimer ce processus de photosynthèse? Mais d'un point de vue plus technologique, et donc mettre au point un dispositif dans lequel on pourrait capter l'énergie du soleil, utiliser cette électricité pour dissocier la molécule d'eau pour fabriquer de l'oxygène, les protons les récupérer à travers un dispositif pour pouvoir les recombiner entre eux pour fabriquer de l'hydrogène, qui est dit hydrogène vert, parce que venant d'une énergie renouvelable, ou recombiner ça avec du CO2 pour fabriquer du sucre. Alors du sucre, c'est trop compliqué, on ne sait pas faire. 6 molécules, je vous rappelle, 6 CO2 plus 6 H2O donne C6H12O6. Recombiner 6 molécules de CO2 avec 6 carbone pour fabriquer une molécule en C6, à l'heure actuelle, on est incapable de faire. On sait faire des molécules en C2, on sait faire des molécules en C3, et encore de manière non sélective et de manière non pure. Donc malgré tout, il y a énormément d'activités sur la photosynthèse artificielle. Alors nous, on s'est intéressé à ces enzymes naturelles, ou à ces natural métalloenzymes, et en essayant d'introduire les molécules, remplacer les protéines par des polymères, de manière à faire ce qu'on appelle des artificial métalloenzymes, ou des enzymes métalliques artificielles. Alors, ce que je veux revenir, important, c'est que dans le vivant, si on regarde vraiment des objets très importants pour le vivant, elles sont au nombre de 2. Et ces 2 molécules qui sont très importantes pour le vivant, c'est l'hémoglobine, que vous avez ici, et la chlorophylle dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous regardez, elles n'ont pas énormément de différence. La première différence, c'est simplement le centre catalytique. Ici, vous avez du fer dans le cas de l'hémoglobine. Dans le cas de la chlorophylle, vous avez du magnésium. Et ce magnésium, ils sont enterrés d'une coque, d'une molécule organique, qui va complexer ce centre métallique, unimétallique, un métal, de manière à former un complexe organométallique qui va avoir cette activité, cette capacité de transporter l'oxygène ou de réduire le CO2. Et autour de ce qu'on appelle ce complexe organométallique, il y a des protéines qu'on appelle la seconde sphère de coordination, qui sont importantes pour protéger ce centre catalytique, mais également lui amener les différents entre guillemets, nutriments dont il a besoin, ou différents réactifs, plutôt le terme chimique, pour qu'il puisse fonctionner. Et donc, chose intéressante, c'est pourquoi le vivant a choisi d'utiliser le fer et pourquoi le vivant a choisi d'utiliser le magnésium. Ça, c'est le tableau périodique des éléments que vous connaissez tous, avec les métaux en bleu, enfin les atomes en bleu qui sont utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs. Grosso modo, ça veut dire que l'activité anthropique, elle utilise quasiment tout le tableau périodique. Pour fabriquer des semi-conducteurs, pour fabriquer vos matériaux, pour fabriquer tout ce qu'on a besoin au quotidien, on a besoin de tout le tableau périodique. Si on regarde le vivant, lui, va choisir un petit peu et il va sélectionner les atomes dont il a besoin. Il va sélectionner quoi? Il va sélectionner principalement 4 atomes, CHON. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, et 95% des matériaux du vivant sont constitués de ces 4 atomes. Et ensuite, il va utiliser d'autres atomes, des oligoéléments, qui sont constitués en petites traces, donc des ions, pour le fonctionnement des cellules, par exemple. Il va utiliser des traces, on a dit, des traces pour l'activité de l'hémoglobine, pour la chlorophylle, et ainsi de suite. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le vivant, il utilise donc des éléments qui sont, abondants et qui sont présents localement. Il ne va pas traverser la planète pour aller chercher des matériaux. Donc il va utiliser des ressources qui sont des ressources locales. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous regardez le tableau périodique distordu en fonction de l'abondance des éléments dans la croûte terrestre, vous avez ce tableau périodique qui a été établi dans les années 70, en même temps que le rapport Meadows. Moi, professeur de chimie, je l'ai connu, ce tableau, il y a 6 ans. On ne m'a jamais montré ce tableau
en tant qu'étudiant, on ne m'a jamais montré ce tableau-là. Et quand on regarde ce tableau, on comprend mieux pourquoi le vivant utilise du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. C'est ce qui est le plus abondant à la surface de la Terre. Et ensuite, si on regarde le fer, il est là. L'hémoglobine. Si on regarde le magnésium, il est là. Donc des atomes qui sont hyper abondants à la surface, qui sont abondants à la surface de la Terre. Par contre, si on regarde les métaux qui sont nécessaires pour les nouvelles technologies, on parle des batteries au lithium, dans lesquelles il faut du cobalt. Je vous encourage à chercher le cobalt. Si vous ne savez pas où il est en tant que chimiste, vous allez mettre un peu de temps pour le trouver. Je vais vous aider, il est là, à côté du fer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vivant, il utilise les principaux atomes parce que c'est abondant et c'est local. Et puis encore une fois, revenez à la photosynthèse. Photosynthèse, carbone, hydrogène, oxygène. Le vivant va piéger le CO2 pour fabriquer des molécules à base de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, qui sont ensuite utilisées pour tout le vivant. Le sucre, c'est la base élémentaire, la brique élémentaire de l'énergie du vivant. Donc ça, c'est chose importante. Et ça a été repris récemment, repris récemment par la Société européenne de chimie, qui en plus de ça a mis des contraintes derrière, parce que derrière, bien évidemment, on le sait tous, il y a des contraintes géologiques, il y a des contraintes politiques. Du cobalt en France, il n'y en a pas beaucoup, même si on va essayer d'aller chercher du lithium, mais du cobalt, il n'y en a pas beaucoup, donc ils viennent d'ailleurs. Et donc voilà, donc, derrière ça, il y a énormément de contraintes. En plus de l'abondance, il y a des contraintes qui sont des contraintes économiques, politiques, et ainsi de suite. Donc le vivant, il a rationalisé ça. Donc si je reviens maintenant à ma chlorophylle, mon centre métallique, autour, j'ai une seconde sphère de coordination qui est importante parce qu'elle va permettre d'améliorer la mobilité ou d'amener les réactifs vers le centre catalytique, ici. Elle va servir d'interface entre le milieu qu'on va appeler l'électrolyte et le centre catalytique, et puis ensuite elle va aussi permettre de stabiliser ce centre catalytique. Donc nous, maintenant on va aller un petit peu plus loin. Ça, c'est quoi pour vous? Une maison. Mais si on va plus loin, c'est quoi? C'est mon dispositif de tout à l'heure. C'est des panneaux photovoltaïques qui récupèrent l'énergie. Si à la cave ou dans le garage, j'ai un électrolyseur, quelque chose qui va fabriquer l'hydrogène, qui va utiliser le CO2, je vais pouvoir avoir une feuille artificielle. Donc on pourrait considérer la maison ou une exploitation agricole, un immeuble, un quartier, comme étant une feuille artificielle capable de produire sa propre énergie. Et maintenant, donc, vous voyez bien l'intérêt, c'est qu'en journée, vous n'êtes pas à la maison et vous n'utilisez pas l'énergie du soleil. Donc à l'heure actuelle, la seule façon d'utiliser cette énergie du soleil, c'est de la réinjecter dans le réseau à travers l'électricité. Et on ne peut pas l'utiliser localement. On ne peut pas la stocker à l'échelle d'un habitat, à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'un hameau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est, entre guillemets, elle est perdue pour une utilisation locale. Maintenant, ceci, ça c'est un arbre. Un arbre, c'est quoi? C'est l'écosystème qui est le plus indépendant énergétiquement et en termes de développement durable, qui est le plus performant. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer du fonctionnement de cet arbre pour essayer de développer des écosystèmes qui seraient indépendants énergétiquement? Pourquoi et comment? En se disant, le tronc, c'est une autoroute. Les branches, c'est des nationales, des départementales. Vous avez des brindilles, qui sont des petites routes, et au bout de ces petites routes, vous avez des feuilles. Non, ce n'est pas des feuilles. C'est des usines de production de carburant solaire, c'est des maisons, c'est des hameaux, c'est des exploitations pétrolières, des exploitations agricoles, c'est des parkings de supermarchés. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas associer un territoire à un arbre de manière à essayer de designer un écosystème indépendant énergétiquement? Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire à l'Université de Pau. Sébastien a conclu en disant qu'il fallait avoir de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité. Et en fait, à l'université, on a un gros projet où on travaille entre les sciences techniques et les sciences sociales et humaines, en droit privé, en droit public, en sociologie, en économie, avec une UMR qui a été créée il n'y a pas longtemps qui s'appelle l'UMR TRI, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, de manière à essayer de designer un écosystème multidisciplinaire, scientifique, de manière à voir si on ne pourrait pas utiliser le fonctionnement d'un arbre pour essayer d'imaginer le fonctionnement d'écosystèmes à l'échelle de territoire, à l'échelle géographique de territoire, de manière à s'inspirer du fonctionnement des arbres et de production de l'énergie. Alors on peut aller un peu plus loin, encore plus loin que ça. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois,
Pour vous, c'est un arbre. Pour moi aussi, c'est un arbre. Mais si on va plus loin, c'est un arbre, il y a des racines. Et qu'est-ce qu'elles font, ces racines? Elles servent à aller chercher des nutriments dans le sol. Mais elles servent aussi à créer des échanges entre des espèces biologiques. Un arbre va être capable de faire de la photosynthèse. Les champignons sont incapables de faire de la photosynthèse. Vous n'avez jamais vu de champignons verts. Voilà. Si vous en voyez, ils ne sont pas bons. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges réciproques entre les champignons et les arbres. Et donc, il va y avoir du transfert de matière entre l'arbre qui va fournir des sucres aux champignons pour qu'ils puissent faire de la cellulose et qu'ils puissent grandir, et les champignons qui vont produire, qui vont permettre l'hydratation des racines, qui vont donner des ions aux racines, et ensuite pour permettre la croissance de l'arbre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une certaine solidarité entre ces espèces qui forment un écosystème. Il y a une interconnexion, et pour former un écosystème global, une forêt, qui est constituée de plusieurs arbres. Et là, derrière, il y a une aide mutuelle. Et donc derrière, ce qu'on regarde dans le cadre de ce projet, avec les sciences sociales, c'est de voir si on ne pourrait pas créer des communautés d'énergie solidaires. C'est-à-dire, est-ce que, encore une fois, un hameau, un immeuble, pourrait produire sa propre énergie et se partager sa propre énergie. À l'heure actuelle, c'est impossible de faire ça en France. Il n'y a qu'un droit, vous pouvez produire de l'énergie, vous pouvez la stocker pour vous si vous voulez, et encore, ce n'est pas sûr que vous trouviez des assurances qui assurent votre habitat. Il faut faire, et ensuite, il est impossible de revendre cette énergie à quelqu'un. On est obligé de revendre l'énergie à EDF. Donc là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner comme un arbre, c'est-à-dire produire son énergie, s'échanger l'énergie à l'échelle d'un territoire, d'un écosystème à définir, et donc ça ouvre des questionnements en termes de sociologie, d'économie et de droit, et donc ça, c'est des choses qu'on regarde au niveau de l'université. Il y a encore un peu de temps? Oui, pas beaucoup. Est-ce qu'on peut changer d'horizon, passer des arbres et aller voir ce qui se passe un peu sous les océans? Et donc, un travail qu'on a fait il y a quelques années de ça, on nous avait questionné de savoir si on pouvait, pour l'isolation de l'habitat, changer donc bien évidemment les fibres de verre par des fibres naturelles, végétales, mais qui ont la problématique de prendre feu, d'avoir des propriétés de combustion. Et donc, ces fibres végétales sont protégées par des molécules qui sont cancérigènes, CMR, qui sont lavables en présence d'eau, et donc d'essayer de revoir un petit peu comment on pourrait protéger ces fibres végétales. Et donc, moi, je suis originaire pas très loin de là où habite Sébastien, moi, je suis originaire à côté du bassin d'Arcachon, où l'été, on fait ce qu'on appelle des éclades, ou des mouclades aussi, peut-être. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre des moules, on va les inverser, on va les recouvrir d'épines de pin, d'aiguilles de pin, et on va mettre le feu aux aiguilles de pin pour que la moule puisse s'ouvrir et qu'ensuite, à l'intérieur, la moule soit cuite, sans être carbonisée, sans être brûlée. Et donc, là, je me suis dit, il y a peut-être une inspiration à avoir pour essayer de développer une formulation qui va mimer la structure des coquillages. Et donc, c'est des choses qu'on a fait, où on a... donc ici, vous avez la structure de la nacre, qui est constituée essentiellement de carbonate de calcium, avec des liants, qui sont des biomolécules, 99% pour 1% de molécules. Tout ça, ça vous fait un matériau qui est la coquille des coquillages. Et donc, qui va avoir des propriétés mécaniques, mais aussi des propriétés de non prise au feu. Et donc, on a mimé ça en remplaçant le carbonate de calcium par du talc, qui est du talc venant des Pyrénées, en Ariège, la plus grande usine de production de talc en Europe et dans les Pyrénées, en Ariège, avec un polymère qui est du chitosane. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des charges électrostatiques différentes, et donc pour avoir une affinité entre les deux, pour reconstituer ce type mortier liant qu'on peut retrouver dans la nacre, on a utilisé ce type de formulation. On a formulé ça en base aqueuse, et ensuite, on a une solution qui peut être sprayée, qui peut être déposée par un spray sur des panneaux de fibres où on peut immerger les fibres de manière à ce qu'elles soient coatées, qu'elles soient revêtues de cette formulation. Et ensuite, donc pour vous donner une idée ici, donc ça c'est un matériau de bois, de particules, soumis à un test qu'on appelle l'épiradiateur. Donc vous voyez que le feu se propage et donc il y a une grande zone de combustion. Ce matériau-là était protégé par la formulation à partir de talc et de polymères naturels, chitosane, et on voit qu'on a une plus faible propagation du feu, de manière à avoir une classification qui est C, alors qui n'est pas B. B, c'est matériau totalement ininflammable, mais vous voyez, on n'est pas très très loin. Et donc ça, c'est une formulation qui a été développée à partir inspirée de la structure des coquillages. Alors, bon, là, j'aurais des vidéos à vous montrer, mais on va passer pour gagner un peu de temps. Ça, c'est la formulation industrielle à l'heure actuelle. Donc, vous voyez qu'elle est blanche,
Aussi visuellement, elle change la nature du bois. Bon, la vidéo va passer, mais on aura à peu près les mêmes propriétés, on a exactement les mêmes propriétés, pardon, entre la formulation commerciale et la formulation que l'on a développée. On s'intéresse, vous avez compris, je pense, à la couleur. Et donc, on s'est intéressé aussi aux aiguilles d'oursin, qui sont quand même très, très intéressantes, parce qu'elles ont des colorations très spécifiques. Et elles sont spécifiques, pourquoi? Parce qu'elles sont constituées d'un colorant, là, par contre, un colorant qu'on appelle des naphthoquinones, qui sont ces molécules-là. Et elles vont croître, ces molécules de colorant vont être piégées lors de la croissance des aiguilles d'oursin par ce qu'on appelle un processus de biominéralisation. Et dans le cas présent, c'est du carbonate de calcium qui est formé. Et donc, dans le cas des aiguilles d'oursin, ces colorants-là sont piégés à l'intérieur des aiguilles d'oursin par biominéralisation du carbonate de calcium, et ensuite, ça amène une très grande stabilité du colorant. La plupart des colorants chimiques sont très sensibles aux radiations. Une couleur va faner. Vous la laissez exposer au soleil, elle va faner. Pourquoi? Parce que le colorant va être dénaturé. Donc là, on a encapsulé on a essayé de mimer un petit peu ce processus-là en faisant de la biominéralisation de carbonate de calcium en présence d'un polymère, d'un biopolymère, et non pas une protéine, parce qu'on est des polyméristes et on aime simplifier un petit peu le processus de manière à le comprendre. Donc on a fait de la biominéralisation du carbonate de calcium en présence de chitosane, toujours pareil, parce qu'ils ont des charges électrostatiques opposées, et en présence de colorants qui mimaient les naphthoquinones. Donc ici, c'est une anthraquinone, c'est une molécule qui est celle-ci, de manière à former des pigments, ici, hybrides, dont on a étudié la photostabilité. Donc on a des pigments qui sont photostables dans le temps parce qu'ils sont protégés par une coque inorganique de carbonate de calcium. Donc l'organique est protégé par l'inorganique. Et ensuite, on a pu mettre ça encore dans du chitosane, qui a des propriétés filmogènes, pour fabriquer des films colorés avec des propriétés qui tiennent dans le temps, des propriétés de couleur qui tiennent dans le temps. Donc là, on voit bien ce processus-là de synthèse de matériaux hybrides. Sébastien a parlé de biohybrides. Là, ce sont des matériaux hybrides où on va associer de l'inorganique avec de l'organique. Le vivant aime bien jouer sur ce couple inorganique-organique dans des proportions différentes pour fabriquer des matériaux. Un autre exemple qu'on a fait récemment, c'est le même processus de biominéralisation, mais à partir de la silice. La silice, c'est les diatomées, c'est certaines éponges de mer qui vont être capables, donc, grâce à des protéines, d'aller chercher l'acide salicylique, qui est cette molécule-là, qui est un précurseur de silice, qui est présent dans l'eau de mer. Et donc, on a mimé ça en utilisant toujours pareil, le chitosane, parce qu'il est intéressant à cause de ses charges électrostatiques, d'un précurseur de silice, qui est bien connu pour les chimistes inorganiciens de la chimie solgène, les chimistes de la matière condensée, pardon, de la chimie solgène. Et on a toujours mis notre molécule un peu phare, la lysarine, qu'on aime bien parce que c'est une molécule qui change de couleur en fonction du pH. Vous avez des fonctions ici, OH, qui peuvent être protonés, déprotonés, et ça change le spectre d'absorption de la molécule. Et donc, on a pu fabriquer des films, grâce aux propriétés filmogènes du chitosane, des films qui sont légèrement colorés, parce qu'ils sont fabriqués dans une gamme de pH où la lysarine est légèrement colorée. Et ensuite, ces films, on les expose à des vapeurs acides ou basiques, ils vont changer de couleur. Et donc, on va avoir des indicateurs de couleur. L'idée, c'est d'aller vers des films pour l'alimentation, puisque vous savez qu'il y a des dates de péremption, et donc le film d'emballage pourrait changer de couleur en fonction de l'évolution de l'aliment qui est protégé, qui va libérer soit des acides, soit des bases en fonction de son vieillissement. Et donc l'idée, voilà, on est aux prémices, mais d'aller vers des films qui sont sensibles à la pression, inspirés du fonctionnement parce qu'ils piègent un colorant, qui sont inspirés des processus de biominéralisation. Pour finir rapidement, le dernier exemple, toujours un exemple qui provient des fonds des mers, on s'est inspiré du comportement des éponges pour fabriquer ce qu'on appelle des micro-éponges ou des microgels. Ce sont des objets qui vont avoir la capacité de se gonfler en présence d'eau ou de se contracter, comme les micro-éponges. Et ce travail-là a été initié en collaboration avec LVMH Recherche il y a quelques années de ça. Et donc, on a designé des objets qui sont microniques ou submicroniques, que vous avez là, par une chimie, je ne vais pas aborder, mais une chimie qui nous permet de fabriquer des micro-éponges, des gels, mais à l'échelle de microparticules. Et ces microparticules, elles peuvent être stimulées. Donc, vous voyez, elles font 1 micron à peu près. Et puis, lorsqu'on va les stimuler avec la température, leur diamètre va descendre à 400 nanomètres. Donc, elles vont se contracter. L'intérêt de ça, c'est qu'en se contractant, elles vont expulser le milieu qu'elles contiennent. Et donc, si ces molécules avaient encapsulé des actifs cosmétiques,
on va pouvoir relarguer ces actifs par simple stimulation thermique, où on peut jouer également sur le pH de molécules, et donc on a encapsulé tout type de molécules, enfin, beaucoup de molécules différentes avec ce type de microgel. Mais pour aller un petit peu plus loin, encore une fois, vous avez bien compris, on a une brique élémentaire, et donc est-ce qu'on peut l'assembler pour fabriquer un matériau à la fin? Et donc, en fait, cette solution de microgel fabriquée dans l'eau, si on fait évaporer l'eau, on va organiser les microgels pour former des films cohésifs. Et ces films cohésifs, ils sont intéressants parce que maintenant, comme on a organisé ces sphères, on va pouvoir former des films, des patchs, grosso modo. Et par exemple, ici, vous avez des propriétés d'élongation infinie du film ou les microgels déposés sur la peau. Vous voyez le film, on voit une partie un petit peu plus réfléchissante, brillante. Donc on va pouvoir former in situ des films à la surface de la peau. Et ces propriétés des films ont les mêmes propriétés mécaniques que l'élasticité de la peau. Donc ça veut dire qu'une fois le film formé sur la peau, on ne ressent pas le film. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces films, lorsqu'on tire dessus, on voit bien que de cette organisation, encore une fois, tout à l'heure je vous ai parlé, l'organisation la plus compacte, ce sont des hexagones. Donc ici, on voit bien que le film est organisé sous la forme d'un hexagone. Lorsqu'on va tirer sur ce film, on va détruire l'organisation hexagonale compacte. Donc ça veut dire qu'on va changer la distance entre deux sphères. Et donc ces microgels qui sont interpénétrés, on va tirer dessus et on va casser leur organisation. Donc on a des modules élastiques relativement importants. Mais là, l'idée nous est venue de dire, mais par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les particules de silice, si maintenant, à l'intérieur de ce microgel, je mets une particule, je vais avoir donc ma particule noire, qui n'est pas de la silice ici, c'est une particule polymérique. Autour de ça, on va faire croître un microgel qui a ses propriétés élastiques. On va pouvoir les assembler. En fonction de l'épaisseur du microgel, on va avoir une distance plus importante. Si j'ai une distance plus importante, et si j'ai choisi judicieusement les indices de réfraction du microgel et de la particule, ben je vais générer des couleurs. Je génère des couleurs. Donc pourquoi? Parce que j'organise ces microgels. Et comme ils ont deux matériaux à l'intérieur, on a compartimentalisé la matière, on a compartimentalisé les indices de réfraction, on a des matériaux qui vont spontanément créer de la couleur physique. Mais, vous avez vu, ils sont élastiques, ces matériaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je prends un type de microgel auto-organisé, je le dépose sur un substrat, avec une machine de traction, je vais tirer dessus, je change la couleur. Maintenant, je prends l'autre qui est rouge, parce que la distance est plus grande, je tire dessus, il devient vert. Pourquoi? Parce que si vous regardez la longueur d'onde, ici qui est diffractée, en fonction de l'étirement, vous voyez qu'à peu près aux alentours de 10-15%, vous cassez la structure, ce qu'on voyait tout à l'heure sur les microscopies. Et ça, c'est exactement ce qui se passe à la surface de la peau du caméléon. Le caméléon, lorsqu'il change de couleur, il va changer l'organisation de cristaux qui sont présents à la surface de sa peau. Un caméléon, c'est ce que vous avez là. Les points blancs, ce sont des cristaux de guanine qui sont dans une matrice collagène, la peau. Et donc, lorsqu'il va contracter sa peau, relâcher sa peau, il va changer l'organisation de ces cristaux. Vous voyez qu'ici, on passe d'une organisation hexagonale. Si vous regardez une sphère, elle est entourée de 6 sphères. Vous passez à une organisation cubique. Vous changez la distance entre les cristaux de guanine et donc vous changez la couleur de la peau du caméléon. C'est exactement ce qui se passe sur nos matériaux. Vous avez une organisation hexagonale, vous tirez dessus, vous passez à une organisation cubique parce que vous changez la distance. Donc là, on a des effets mécanochromiques. On a une couleur qui va changer en fonction de la mécanique du substrat sur lequel ça a été déposé. Donc on a été un peu plus loin dans la bioinspiration. On a introduit des fonctions issues du byssus des moules pour améliorer la propriété d'adhésion de ces microgels sur des substrats humides. Typiquement, ça, c'était développé à la demande de Stanford, université, où on a développé des microgels qui pouvaient adhérer aux parois buccales. Pourquoi? Parce que Stanford travaillait sur des facteurs de croissance permettant le redéveloppement cellulaire. Et donc, le problème qu'ils avaient, c'est que lorsqu'ils déposaient les facteurs de croissance directement sur les parois cellulaires des parois buccales après traitement radiatif, les facteurs de croissance étaient automatiquement éliminés parce que trop hydrophiles par la salive. Donc, en les mettant dans les microgels, en augmentant les propriétés d'adhésion grâce à des fonctions inspirées du byssus des moules qui sont capables d'adhérer sur les rochers en milieu humide, on a augmenté le temps de présence des facteurs de croissance et donc favoriser le développement cellulaire des parois buccales après traitement post-radiatif.
Rapidement aussi, ces microgels, sous forme de film, ils ont des propriétés un peu méconnues, qu'on appelle des propriétés mécanoélectriques. C'est-à-dire qu'ils vont, à partir d'une brique, d'un microgel, une particule, vous avez vu qu'on peut les auto-assembler pour fabriquer un gel, un macroscopique, un patch. Et ce patch, maintenant, il va avoir des propriétés un peu particulières, puisqu'il y a des ions à l'intérieur de ce gel. Si on appuie dessus, on va faire déplacer les ions par pression osmotique, et cette différence de potentiel générée par la mobilité des ions va générer un potentiel électrique. Pas de quoi vous électrocuter, n'ayez pas peur, mais de quelques centaines de millivolts, malgré tout. Et ça, c'est nécessaire ou c'est suffisant pour ouvrir les pores de la peau. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé ces microgels avec une sonde, et ensuite, on a déposé ces microgels avec cette sonde de fluorescence sur la peau, et ensuite, on a regardé comment, en appuyant sur ce microgel, en délivrant un potentiel électrique, comment cette sonde, qui est normalement censée ne pas pénétrer dans la peau, pouvait pénétrer dans la peau. Donc là, vous voyez, c'est en présence du microgel qui va stimuler les pores de la peau, grâce à ce potentiel électrique, par rapport à simplement la molécule qui a été déposée à la surface de la peau et qui ne peut pas migrer toute seule à l'intérieur de la peau. Donc vous voyez qu'on a de la fluorescence qui apparaît, donc qui signifie que la sonde a pénétré l'intérieur de la paroi cutanée. Et on peut introduire des bioressources dans le cadre de ces microgels pour avoir des microgels qui sont un peu plus biodégradables, même si les microgels initiales sont biocompatibles et biodégradables, mais ils ne sont pas biosourcés. C'est un des inconvénients de ce type de technologie. Donc malgré tout, l'ensemble de ces générations de microgels nous a permis d'obtenir le prix de l'innovation académique de Cosmetic Victories en 2021. Et là, ça nous a amené à penser comment on pourrait peut-être valoriser ça. Donc Sébastien en a parlé à travers la création de start-up ou d'entreprises. Et donc cette technologie fait l'objet à l'heure actuelle de la création d'une start-up qui s'appelle BioMimGel, et donc qui vise à développer ces microgels. Et donc le créateur, un des cofondateurs, s'appelle Pierre-Marc Cassouza, qui dirige cette PME. La chose importante, c'est que le biomimétisme, le développement, tous ces développements que l'on est en train de faire depuis un certain nombre d'années, ça passe bien évidemment par la diffusion de la connaissance, donc la participation à des événements. Donc on a eu la chance d'être invité à la Cité des Sciences l'année dernière, en 2023, à l'exposition permanente bio-inspirée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller le voir à la Villette, mais il y a une exposition sur toutes les innovations bio-inspirées. Donc ça, c'est important, et Sébastien l'a dit. Donc on a créé en 2020 un master qui s'appelle le Master Bio-Inspired Material, qui est entièrement dédié aux matériaux bio-inspirés, où on apprend aux étudiants à réfléchir avec une approche, donc je n'ai pas eu le temps de vous le décrire, une approche méthodologique pour inverser en fait la pensée. Pas avoir une bio-inspiration. La bio-inspiration, elle vient de l'observation du modèle biologique. Le biomimétisme, c'est peut-être une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on va faire une abstraction technique de notre problème. De cette abstraction technique, on va essayer d'aller chercher une abstraction fonctionnelle et voir comment le vivant a répondu à cette abstraction fonctionnelle de manière à aller chercher un modèle biologique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne part pas du modèle biologique pour essayer de le reproduire, mais on part de la problématique que l'on a. Donc, il y a toute une méthodologie qui est portée là derrière, en France principalement, et donc qui permet d'aller, à partir d'un problème d'innovation, d'aller chercher des exemples biologiques et de voir comment la biologie, comment le vivant a fait pour répondre à cette problématique-là et créer des allers-retours de manière à optimiser le processus. Voilà, donc merci beaucoup. Simplement pour finir, très rapidement, le CO2, vous l'avez compris, c'est important, on le voit bien tous les jours. Il n'y a que deux façons de piéger le CO2. La photosynthèse, donc qui a permis de réguler la teneur en CO2 dans l'air depuis un certain nombre d'années. Et donc, vous avez bien vu que l'intérêt de la photosynthèse, c'est qu'on puisse respirer, mais qu'on puisse se nourrir. Donc, créer des végétaux. Créer des végétaux, c'est l'agriculture. Donc, protéger l'agriculture, parce que sans agriculture, il n'y aura pas de vivant. Ça, c'est certain. Et une bonne agriculture. Je fais passer un petit message. L'autre façon, c'est la carbonatation avec des micro-organismes. Tout ça pour vous dire que la planète Terre, c'est un système qui est quasi fermé. Il n'y a qu'un seul entrant, c'est l'énergie solaire. Ce qui veut dire que vous avez du carbone de dinosaure en vous. Vous avez du dinosaure en vous, parce qu'en fait, je vous rappelle que la chimie, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc le carbone qui vous constitue, dont Sébastien a parlé, il était déjà présent à l'échelle des dinosaures. Donc vous avez eu plusieurs vies, votre carbone a eu plusieurs vies, dinosaures, bactéries, souris, végétales, tout ce que vous voulez, mais en fait, vous êtes recyclés, quoi. On n'est que des espèces, des écosystèmes recyclés. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup.